bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le vendredi 9 juillet et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT. En détention provisoire depuis plus de 2 ans, Noël Daufour, dit O'Neill, est le dernier des grands frères toujours incarcérés. Ce mardi 6 février, le tribunal de Fort-de-France a rejeté sa demande de mise en liberté. Il sera donc maintenu en détention pour 6 mois, conformément au jugement prononcé en janvier dernier. Ce matin, à Baie-Mahault, la famille et les soutiens de Noël Daufour ont organisé une conférence de presse pour informer de l'affaire. Ils dénoncent une injustice et lancent une nouvelle fois un appel à sa libération. Un reportage d'Olivier Félix. Malheureusement, lorsque une petite poignée se bat pour le meilleur de tout un peuple, c'est tout le monde qui en bénéficie. Et à un moment donné, il faudrait peut-être changer les mentalités parce qu'on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas pleurer et accepter notre situation. Ça veut dire que nous sommes d'accord avec ce qui se passe. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, qu'on a décidé de vous convier et de prendre la parole pour dire que ce qui se passe avec Noël, parmi tous les problèmes que nous avons, parce que nous, on est derrière tous les problèmes, on ne va pas essayer de mettre un plus devant l'autre, plus devant, mais par contre, il y en a qui sont quand même délicats, parce que lorsqu'un père de famille est incarcéré pendant plus de 2 ans, d'accord, et qui ne voit pas sa famille, et qu'il y a des problèmes en plus qui surviennent de santé, je crois qu'à un moment donné, il faut dire stop. 749 jours d'incarcération. Même état d'esprit, à partir du moment où le 21 janvier 2022, qu'il avait compris que c'était politique, il s'est construit autour de cela. Et je dis qu'il s'est construit, je pense qu'il n'avait même pas à se construire autour de cela. Il est patient, il est résilient, et il nous dit de ne pas s'inquiéter pour lui et qu'il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il est là pour servir d'exemple, comme disait Marie à l'instant, et qu'il va attendre la fin de cette mascarade, parce que pour lui, son mot d'ordre depuis le départ, c'est une mascarade juridico-politique. Je pense que nous sommes arrivés au bout d'un certain processus qui était de démontrer le caractère politique de cette affaire-là. Juridiquement, il est clair que il est tout à fait incompréhensible qu'O'Neill soit maintenu. Par contre, politiquement, au vu des prétextes qui sont donnés pour son maintien, preuve est faite que c'est une affaire politique et que finalement, il n'est qu'un dommage collatéral, un épiphénomène dans ce grand phénomène qui arrive à la Guadeloupe. Il a décidé, il nous a dit, pas de demande de mise en liberté, qu'il n'a jamais fait, il n'a fait qu'une fois, son avocat l'a fait qu'une fois en 2 ans, et que là il revient à ce qu'il a toujours dit, il n'a rien à demander, il n'attend rien de cette justice, parce que pour lui c'est une parodie de justice, et qu'il attendra la fin de ces 6 mois pour voir jusqu'où ils peuvent aller déjà, et voir comment ça se termine. La championne du monde et médaillée olympique Isaora Tibus vit un moment difficile à quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024. L'escrimeuse guadeloupéenne a partagé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux une nouvelle qui la laisse, elle et ses supporters, dans le plus grand désarroi. Une analyse antidopage datée du 14 janvier par l'International Testing Agency a révélé ce vendredi un résultat anormal, positif à l'ostarine, un modulateur des récepteurs de l'androgène interdit depuis 2008. Isaora Tibus fait l'objet d'une suspension provisoire avec effet immédiat émanant de la Fédération internationale d'escrime. Pour permettre à l'ensemble des personnes en situation de handicap de disposer de l'ensemble des informations et dispositifs nécessaires à l'épanouissement dans leur vie quotidienne, le Conseil départemental propose l'instauration d'une maison du handicap et de l'autonomie. Aujourd'hui, au Gosier, Guy Losbar a souhaité réunir l'ensemble des établissements, associations et acteurs pour initier des discussions autour de ce projet. Michel Depape. Effectivement, il était très important puisque cela concerne le projet de la maison de l'handicap et de l'autonomie. Donc il était très important que toutes les associations
mais également les différents acteurs, les gestionnaires des centres, les gestionnaires des ESAD et autres établissements puissent être présents. Je suis invitée à participer à cette rencontre pour présenter l'association Une Femme Guadeloupe. On fait partie des associations qui ont été sollicitées pour réfléchir en amont de cette proposition de projet. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on nous propose de collaborer à la réflexion qui est faite. C'est pas quelque chose qu'on nous dépose comme ça sans qu'on y ait participé avant. Et c'est très important pour notre délégation, pour les personnes qui sont en situation de handicap invisible, d'imaginer que bientôt il y ait une maison commune pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Parce que ce que je veux, c'est que cette maison puisse correspondre véritablement aux attentes, aux besoins donc, des personnes en situation de handicap, mais aussi des associations et voire aussi donc, des aidants. Puisque lorsque quelqu'un est en situation de handicap, très souvent, il lui faut un accompagnant, un aidant pour qu'il puisse faire ses démarches. Le conseil départemental donc, a délégué la maîtrise d'ouvrage à la CEMAC pour réaliser des études de faisabilité et de définition du projet de la maison du handicap, donc, qui était un axe prioritaire développé par le conseil départemental donc, et qui aujourd'hui voit son champ élargi effectivement au champ de l'autonomie. Pour démarrer ou compléter leur cursus universitaire, les étudiants guadeloupéens doivent parfois faire près de 190 km pour se rendre en Martinique et vice-versa. La collectivité territoriale de Martinique et la région Guadeloupe se sont réunis ce matin pour discuter des dispositifs à mettre en place pour faciliter la mobilité des étudiants des deux îles. Transport, logement, matériel informatique, ils ont abordé les différents volets que comporteront le fonds d'accompagnement aux étudiants en présence du président de l'Université des Antilles. Un reportage signé Maxime Morel. Nous avons voulu aujourd'hui, avec ces CGSIMI, après une réflexion portée et bien réfléchie, mettre en place un fonds pour pouvoir accompagner nos jeunes, que ce soit de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi des jeunes qui viendront faire des études en Guadeloupe. Donc c'est autour de 5 millions que nous allons mettre en place pour le transport maritime, transport aérien, pour se nourrir, le déplacement en bus, enfin, les aider à avoir une bonne scolarité. Avec Harry, on a trouvé une formule qui dit, bon, on peut signer des conventions directes avec une université, mais il faut que nous fassions en commun, qu'est-ce qu'on leur offre. Lorsqu'on a un étudiant qui est en difficulté sur le plan du logement, qui m'a crié. Bon. Là, il fait un bus de manger parce que tout le monde va là. Hein. Bon. Qui c'est qui a fait? Bon. Là, il prend le transport et puis le transport là, il ne peut pas payer. Qui c'est qui a fait? Bon. Etc. Et le bien-être en matière de santé. Et l'accès aux ordinateurs, parce qu'on a l'impression qu'on est avec un ordinateur. C'est pas vrai, il faut qu'acheter. Bon. L'idée, c'est de pouvoir aider la majeure partie des étudiants. Donc, bien sûr, il y aura des critères sociaux, mais aussi des critères académiques, ça c'est évident. Donc on essaiera d'aider tout le monde, peut-être pas à la même hauteur, mais en tout cas on essaiera d'aider tous nos étudiants parce que c'est difficile pour tout le monde. On connaît le tissu économique antillais, il est fragile et chaque crise le fragilise encore plus. Donc c'est important d'investir dans les forces vives de nos territoires. Dans cette convention, on va aider ces jeunes aussi à pouvoir s'alimenter, acheter aussi le matériel nécessaire pour leurs études au niveau de l'université. Donc tout mettre en œuvre pour que nos jeunes puissent se sentir à l'aise, donc accompagner les familles. Et c'est pour nos régions et collectivités de la Martinique qui sommes compétents en matière universitaire de pouvoir accompagner ces familles-là. Beaucoup d'entrepreneurs aguerris le diront, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux être accompagné. La ville des Abîmes et le CCAS ont organisé aujourd'hui le forum de l'insertion par l'entrepreneuriat. Accompagnement, financement et outils, toutes les clés pour permettre aux porteurs de projets de se lancer sereinement dans l'aventure. Un reportage d'Olivier Félix. Le président du CCAS, le maire Éric Jalton, a tenu en fait à ce que ce forum de l'insertion par l'entrepreneuriat puisse voir le jour de façon en fait à apporter une réponse aux porteurs de projets, réunir au même endroit
les différents acteurs pour pouvoir accompagner au mieux ceux qui ont besoin de financer leurs projets, qui ne savent pas par quel bout commencer, ceux qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont besoin d'accomplir un certain nombre de démarches administratives. Donc ce forum était là justement pour les aider, leur apporter des réponses précises pour le lancement de leur activité. Et franchement, c'est très clair, expliqué avec beaucoup de dynamisme, et donc ça m'a permis d'appréhender l'ensemble des questions que je me posais, et donc surtout d'avoir des réponses. Et donc oui, c'est très intéressant. Il faut avoir le courage, parce qu'au début, quand on n'a pas quelqu'un pour vous aider, on se dit, bon, comment je vais faire, qui va m'aider à ce niveau-là, ça. Mais il faut être déterminé dans vos affaires. Continuez à faire vos affaires au fur et à mesure, jour après jour. Vous mettez sur feuille tout ce que vous voulez faire au fur et à mesure et vous faites vos affaires. Vous allez voir que vous allez réussir. Ils accueillent cette initiative très bien. D'ailleurs, ils aimeraient justement à ce que ça se renouvelle, puisque l'avantage, en fait, c'est que lorsque nous avons ce type d'action, de ce type d'opération, c'est qu'en réalité, nous avons plusieurs cordes à notre arc. Il faut savoir que lorsque vous créez une entreprise, il y a des personnes effectivement qui ont besoin d'un accompagnement social, mais qui ont aussi besoin d'un accompagnement financier. Et donc, l'un dans l'autre, tout est lié justement pour pouvoir faire en sorte que la personne, le porteur de projet en tout cas, puisse démarrer, créer son activité dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, effectivement, toutes les réponses ont été données. En tout cas, nous avons fait le maximum, en tout cas pour réunir tous ces opérateurs qui accompagnent justement par l'insertion tous ceux qui veulent entreprendre, Nous avons tenté, nous aussi, en tant qu'espace administratif et numérique, à présenter les différents outils numériques dédiés justement au chef d'entreprise qui veut se lancer. Donc nous sommes dans un élément où nous avons tenté de réunir toutes les réponses au même endroit aujourd'hui. Au début, quand j'ai commencé, ce n'était pas facile du tout. C'était vraiment très difficile parce qu'on n'a pas d'aide. On se dit comment on va faire. Mais avec l'ADI, je peux vous dire que franchement, ils sont vraiment très forts à ce niveau-là. Ils vous donnent énormément de conseils. Ils sont là avec vous, des rendez-vous, des questions, des réponses. Ils sont là avec vous. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas pareil. Avec l'ADI, je dirais en gros, ce sont les meilleurs pour moi de mon côté. Parce que bon, depuis longtemps que je suis sur mon projet et là maintenant je vais ouvrir un 3e centre de lavage grâce à eux aussi et grâce aussi à ma détermination. Après la crèche de Sainte-Anne, c'est au tour des écoles du premier degré de défiler dans les rues de la ville. Plusieurs centaines d'écoliers ont revêtu aujourd'hui leurs habits de carnaval sur le thème des Jeux Olympiques. Escortés par leurs parents et leurs professeurs, ils ont arpenté les rues pour un dernier moment de fête entre amis avant les vacances de carnaval. Un reportage de Michel Depape. C'est vrai qu'on n'a pas pu le faire avant, donc avec ces pandémies, avec tout ce que nous avons connu, donc ces choses réparées aujourd'hui et qui permettent précisément que les gens puissent avancer. Alors nous avons pratiquement les 15 établissements scolaires qui défilent, qui déambulent sur la ville de Sainte-Anne, sur la rue des villes de Sainte-Anne. C'était une réponse à donner à cette mandature-là et l'année prochaine on fera encore mieux. Longtemps pour trouver ça à Sainte-Anne. Ça a fait un plaisir même. En content pour nous. Merci au pile pour tout le monde. Merci, monsieur Lemé. Merci, toute l'équipe. Et continuez le travail là. Et en content, vrai, en content de recevoir tout le monde à Sainte-Anne, dans son carnaval aussi. Depuis 8 ans, pour des causes diverses et variées, nous n'avons pas eu la chance de défiler ensemble. Cette année, unitairement, toutes les 15 écoles de Sainte-Anne, nous avons décidé, proposer à la municipalité de faire ce défilé. Mise à disposition des bus pour les écoles de campagne, comme la Maine, goûter offert et puis sécurité avec la police, etc. Notre école des hauteurs, donc chaque classe représente une couleur, chaque couleur des anneaux olympiques. Et chaque couleur représente un continent et un sport. Donc par exemple, le CP, couleur rouge, c'est le basket. Le CE1, c'est le noir, le relais. CE2, le vert, le rugby.
Les CM1, donc, ils sont en jaune, continent asiatique, et les CM2 en bleu, continent européen, football. On est là pour s'amuser et avec beaucoup de plaisir. Et les enfants sont prêts, nous aussi. Ce qu'on voulait aussi, c'était vraiment de mettre en avant cette culture et les projets pédagogiques qui en découlaient avec toute la partie artistique, le volet sportif, les valeurs de l'olympisme. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la rue et qu'on souhaite vraiment faire rayonner tout ce travail des enseignants. On reprend. Et toujours du côté du carnaval, ce soir, nous recevons Bernard Gigaille, du comité Carnaval 118, et Monsieur Claude Rémy, responsable sécurité du FGC. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes ici pour parler ce soir donc de la grande parade nocturne qui aura lieu à Saint-François ce lundi 12 février. Avant tout, ce n'est pas qu'une parade nocturne, puisque dès le matin, il y aura des festivités. À quoi pourront s'attendre justement les visiteurs, les spectateurs et ceux qui auront envie de participer à ce carnaval? Alors, dès le matin, on aura une animation autour de la rotonde avec toutes les associations de Saint-François, les associations carnavalesques et même autres. Il y aura aussi les jeunes, tout le monde pourra se faire maquiller. On aura diverses animations musicales, on aura pas mal de choses assez intéressantes pour cette journée-là. Très bien. Et comment se poursuivra donc la journée et surtout le moment tant attendu, la grande parade nocturne? Alors la grande parade nocturne, elle débutera à 20h comme d'habitude, le départ réel. On aura une animation avec des voitures tuning, avec les Vespa, les motos, les mobylettes et consorts pour l'ouverture du carnaval. Et après, la grande parade avec les groupes. Très bien. Pour organiser cette parade, donc ça demande des moyens, des équipes. En termes de sécurité, qu'est-ce qui a été pensé et prévu justement pour que les spectateurs et aussi les festivaliers puissent défiler tranquillement, si on peut dire? Alors, on aura l'accompagnement de la police municipale de Saint-François, la gendarmerie, on aura des agents de sécurité et aussi avec la FGC autour avec nous pour pouvoir sécuriser le carnaval à Saint-François. Tout est déjà prêt. On attend que le bon moment et le public et les carnavaliers. Très bien. Comment justement la FGC intervient dans le cadre de parades nocturnes comme celle-ci et même dans le cadre des autres parades? Alors, la FGC est un partenaire de la fédération et du comité de carnaval de Saint-François. Et nous sommes là justement pour encadrer ce carnaval, comme les autres communes. Donc, essentiellement pour l'encadrement, le départ des groupes, le suivi sur tout le parcours, donc essentiellement pour cela. Très bien. Et ça demande combien de temps justement d'organiser cette parade? C'est attendu, c'est aussi inattendu si on peut dire. Alors, aussitôt le carnaval fini, l'organisation de la prochaine est déjà mise en route. C'est-à-dire que c'est toute l'année, on se réunit dans le CA pour pouvoir organiser et offrir aux Guadeloupéens un super carnaval à Saint-François. Comme c'est l'événement le lundi gras à Saint-François, c'est l'une des premières communes à avoir organisé le lundi gras à Saint-François. On tient à ce que ça puisse perdurer dans le temps et dans la bonne humeur. Très bien. Est-ce que vous pouvez du coup nous rappeler, avant de conclure, les temps forts de cette grande parade, de la manifestation du coup du 12 février? Alors, on aura l'animation autour de la rotonde toute la journée, la rotonde, avec toutes les associations, et on aura les tunings, on aura les carnavaliers, mais tout en sachant qu'on aura 21 groupes à Saint-François ce jour-là, dont les grands groupes de Waka Chiriban, Game Ball Star et d'autres. Très bien. Est-ce qu'il faut prévoir justement de se déplacer tôt? Certaines routes seront fermées? Ah oui, alors les routes seront fermées à partir de 16h. Les routes seront fermées à partir de 16h et pour les résidents et les personnes à partir de 18h. Alors il faudra venir très tôt. Et on essaiera avec la FGC de faire en sorte que le carnaval puisse commencer en temps et en heure, parce que je sais que généralement on nous critique que ça commence assez tard.
Mais ce n'est pas de notre faute, c'est à l'ordre des arrivées des groupes. Alors, on fait en fonction des arrivées des groupes, et tout en sachant que ce jour-là, c'est un jour où les gens travaillent, c'est un jour férié. Alors on peut comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on a mis les animations en amont, avec les tunings, avec les Vespa, pour pouvoir faire les gens patienter un petit moment. Très bien. Donc le rendez-vous est donné, il faut prendre ses précautions et ses prédispositions surtout pour participer donc et découvrir la grande parade nocturne de Saint-François qui se tiendra le lundi gras, donc ce lundi 12 février. Je vous remercie, messieurs. Merci. Merci. La tension était à son comble lors de la finale académique des Olympiades de chimie cet après-midi au lycée Charles Coueffin. Après plusieurs mois de préparation, une dizaine de lycéens se sont affrontés lors d'épreuves individuelles et collaboratives en confrontant leurs connaissances théoriques et pratiques de la chimie. Organisé par l'association Les Olympiades de chimie et le lycée Charles Coueffin, ce concours a pour but de susciter de futures vocations dans le domaine de la chimie. Prochaine étape pour le ou la vainqueur, représenter l'Académie Guadeloupe lors des Olympiades nationales de chimie qui auront lieu les 14 et 15 mai prochains dans le Val-de-Marne. Reportage. C'est la grande finale. On aura le nom du gagnant ou de la gagnante en fait qui va gagner les Olympiades. Et là, ça se passe très bien. Donc, on a une équipe en fait qui fait l'épreuve pratique sur le thème chimie et sport. Et puis une autre équipe, d'autres élèves qui sont en épreuve collaborative. Donc, ils vont travailler ensemble, partager leurs compétences et puis aussi passer de beaux moments pour solutionner la problématique en fait qui a été demandée dans le sujet. Le sujet, c'est de déterminer le taux de glucose qu'il y a dans une boisson énergisante et de savoir si elle est réglementaire ou pas. Et si il est plus préférable de prendre une boisson énergétique ou une boisson énergisante lorsque l'on fait du sport. Le but aujourd'hui, donc, c'est de trouver le candidat qui représentera l'Académie pour le concours des Olympiades de chimie nationale. Et on attend justement un candidat qui se détache un peu du lot, qu'il arrive à monter au front et qui n'est pas, qui soit qui ne soit pas trop réservé et qu'il ait de bonnes connaissances en chimie, et que le moment qu'il a passé à travailler avec ses camarades était un moment de plaisir et puis qu'il arrive aussi à partager sa passion de la chimie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment se démarquer des autres. Pour moi, pour être un bon chimiste, il faut être organisé. Vraiment, l'organisation, c'est la clé. Il faut savoir gérer son temps parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire. Il faut avoir une palette organisée. Si on commence à mettre des solutions là, ensuite on fait un mouvement et tombe. Il faut vraiment être organisé. Pour moi, c'est la clé. Alors, ce qui est très intéressant, justement, ils ne se connaissaient pas. Donc là, ils ont appris à se connaître au fur et à mesure des séances de préparation. Donc on a un peu mixé pour que, justement, qu'il y ait plus d'échanges, pour qu'ils apprennent effectivement à travailler ensemble. C'est important, c'est comme travailler dans une entreprise de chimie, d'où l'idée de l'épreuve collaborative. Donc là, on a une collaboration qui est née. Et c'est super, ils ont déjà fait un groupe WhatsApp entre eux, ils échangent des informations et on en est content. Les élèves qui sont là, donc ils ont quand même pris de leur temps le mercredi après-midi pendant 5 semaines à venir s'entraîner pour ce concours académique qui a lieu aujourd'hui. Donc bien sûr de la bienveillance. Ce sont quand même des élèves qui aiment la chimie. S'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment la chimie et donc du coup ils sont là aussi pour partager leur passion et puis commencer aussi à s'entraîner pour une épreuve du bac qui est le grand oral. Donc c'est aussi une façon aussi d'anticiper cette épreuve qui est assez exigeante pour un élève de terminale. Voilà. Où en est la Guadeloupe en termes d'eau et d'assainissement ? L'Office de l'eau a dressé le bilan 2023 sur la situation de l'eau et de l'assainissement de notre archipel. Ils ont organisé cet après-midi une conférence de presse pour communiquer les chiffres clés à retenir. Un reportage d'Olivier Félix. Comme chaque année, c'est un rendez-vous important pour que les acteurs de chiffres qui s'occupent d'eau et d'assainissement puissent se faire le point sur ce qu'ils ont fait. C'est une façon de rendre compte aussi aux populations de la Guadeloupe, aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, de ce qu'on a fait de la gestion de l'eau et de l'assainissement pendant une année. On a des opérateurs qui font de leur mieux pour rattraper le retard de la crise de l'eau qu'on subit depuis maintenant plus de 10 ans. Mais on a aussi un privilège, c'est qu'on a une pluviométrie abondante en Guadeloupe et on a des ressources en eau qui sont satisfaisantes. Bon, nous, à l'Office, on recommande de plus en plus de la gérer avec responsabilité parce que
On sait qu'avec les enjeux du dérèglement climatique, on risque d'être confronté à des sécheresses plus longues ou à des pluies diluviennes dévastatrices. Bon, donc on est dans un changement de fonctionnement et l'Office de plus en plus essaie de promouvoir dans sa politique des dispositifs de stockage, de récupération d'eau de pluie à disposition des ménages pour les besoins domestiques. Et donc on est vraiment dans une nouvelle configuration où il va falloir être plus responsable, plus précautionneux dans la gestion des ressources en eau, sachant que parallèlement, les opérateurs font de leur mieux pour rattraper le retard. On a identifié 36 travaux prioritaires qui sont dans un plan pluriannuel d'investissement pour que ces 36 travaux qui représentent 106 millions d'euros, on puisse les entreprendre rapidement et rendre compte à la population tous les 3 mois. Et donc, c'est des travaux qui vont se faire sur 2024 et 2025. Aujourd'hui, il y a pas mal de travaux qui sont déjà engagés, qui sont même achevés. J'ai 13 travaux qui sont achevés et j'en ai d'autres qui sont en cours sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse relever ce défi-là. On a, parallèlement à ces travaux, continué à faire des travaux de réparation des fuites. Autrefois, on faisait à peu près 1500 fuites par an. L'année dernière, 2023, on en a fait un peu plus de 6000 fuites pour montrer que c'est un engagement au quotidien qu'on a pour pouvoir relever ce défi-là, puisque la crise de l'eau n'a que trop duré depuis pratiquement près de 30-40 ans. Et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, on se mobilise, les acteurs de l'eau, et ce rendez-vous des chiffres clés nous permet de faire le point entre nous sur l'avancement de nos travaux. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Le JT revient lundi à 18h30 et je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end sur Canal 10.